Bonjour à toutes et tous pour ce nouveau Midi de l'IREMO, moitié en présentiel, moitié en distanciel. On est encore dans cette situation qu'on espère transitoire, mais enfin les nouvelles de la pandémie sont quand même assez contradictoires, hein, on doit le dire. Alors, en quelques années, le grand remplacement des Français par une vague arabo-musulmane est sortie de la marginalité de l'extrême droite où elle se trouvait. Ça n'intéressait pas grand monde, à vrai dire, sauf quelques illuminés, comme Jean Raspail, évidemment Renaud Camus. Et avec notamment Renaud Camus, c'est devenu un thème présent dans le débat mainstream et même un des thèmes principaux de cette campagne, tel qu'il a été, je dirais, propulsé par Éric Zemmour, pas Marine Le Pen, mais Jordan Bardella, notons-le. Donc en fait, on est dans un thème qui est un thème au cœur de la campagne des extrêmes droites aujourd'hui. Alors, c'est une idée, un délire, pour l'appeler par son vrai nom, sur lequel on s'interroge sur comment faut-il la combattre, cette idée-là. Alors il y a beaucoup de gens, d'auteurs, qui la combattent essentiellement sur le plan idéologique. C'est-à-dire qu'ils montrent en quoi c'est profondément une idée raciste, à beaucoup d'égards, dans sa construction même. Hervé Lebras a préféré, pour ce livre-là, une démarche, je dirais, beaucoup plus factuelle. Au fond, son petit livre, il est petit parce qu'il se lit vite et bien, mais il est très, très, très riche, vous allez le voir. Ce petit livre nous dit simplement, il n'y aura pas, sauf cataclysme, de grand remplacement, et les chiffres permettent de le démontrer. C'est un livre, je veux le dire, à la fois érudit, vous y trouverez énormément d'éléments de compréhension de ce qu'est la démographie aujourd'hui, et un livre très accessible. Je crois qu'il est... c'est un livre qu'un jeune adolescent, un étudiant, peut lire très facilement. La démonstration que fait Hervé Lebras, je ne vais pas la développer puisqu'il est là pour le faire, évidemment, elle éclaire d'abord, c'est très important parce que je n'avais pas vu ce travail-là fait où que ce soit personnellement, la faillite des prédictions passées. C'est-à-dire de tous ceux qui nous avaient dit dans les années 70-80 déjà, on va vers un grand remplacement. Et qui nous disaient, je vais vite, la démographie maghrébine va exploser, la démographie française va s'effondrer, et le tout donnera le grand remplacement. Les chiffres montrent, avec le recul, que ça ne s'est absolument pas produit, ni l'un ni l'autre. Deuxième démonstration du livre, et je crois que c'est très intéressant, c'est comment l'extrême droite, mais pas seulement, manipule les chiffres de l'immigration contemporaine. C'est-à-dire, dès qu'on les déconstruit d'une manière scientifique, comme un démographe peut le faire, on voit que l'idée de grand emplacement est purement et simplement une fiction. Troisièmement, et c'est aussi très intéressant, c'est plutôt la fin du livre, Hervé Lebras nous propose une critique scientifique, je dirais, alors je parle sous son contrôle, de l'usage simplificateur d'un certain nombre de notions démographiques. Comme par exemple la confusion classique entre immigrés et descendants d'immigrés. Comme l'oubli, je mets des guillemets à oubli parce que ça doit être volontaire, de la mixité des uns et des autres, des immigrés, mais aussi des descendants d'immigrés. La simplification de la notion d'entrée sur le territoire, qui, découpée de la durée du séjour, n'a plus du tout le même sens. Parce que si on va par là, on a, je crois, pas loin de 90 millions de touristes qui passent en France. Si on les compte dans les entrées d'étrangers sur le territoire, alors là, on va vers un grand remplacement extrêmement rapide. Il y a aussi la simplification des notions de français. Qu'est-ce que c'est être français? Et d'étrangers qui ignorent complètement la complexité du métissage, tel qu'il a pu
se développer. Un des candidats à la présidentielle parle de créolisation. Peut-être le terme est un peu alambiqué, mais il y a quelque chose là qui est intéressant. Il y a aussi le caractère trompeur de la méthode des prénoms. Parce qu'il n'est pas nécessaire d'être juif pour donner un prénom juif ou hébraïque à ses enfants. Il n'est pas nécessaire d'être breton pour appeler son fils, etc., etc. Enfin, on peut faire la démonstration. Et puis, ce fait très étrange, dont Hervé Lebras nous dit dans un autre livre qu'il n'est pas français, mais qu'il est européen, que ça n'est pas là où il y a beaucoup d'immigrés qu'il y a un fort vote d'extrême droite. Ce serait plutôt l'inverse. Donc là, on a un vrai mystère, pas seulement démographique, mais politique. Alors, inutile de présenter Hervé Lebras, il est bien connu, il cumule, je dirais, toutes les compétences nécessaires pour faire cette démonstration. C'est pas par hasard que c'est lui qui l'a fait, et pas un ou une autre. Il est démographe, historien, directeur d'études à l'EHESS, chercheur émérite à l'Institut national d'études démographiques, titulaire de la chaire Territoire et Population à la Fondation de la Maison des Sciences de l'Homme. La règle du jeu, Hervé Lebras la connaît, donc vous avez 35, même 40 minutes si vous voulez pour introduire, et puis ensuite il nous reste une petite heure pour débattre avec nos amis ici, mais aussi avec ceux qui sont en ligne. En tout cas, merci infiniment. Je sais que vous êtes très très demandé, et pour cause, parce que votre livre alimente le débat. Donc merci d'être passé par l'IREMO. Merci pour votre invitation. Vous avez déjà presque tout dit, donc je serai forcément assez rapide. Non. Donc je vais peut-être, pas vraiment non préciser, mais peut-être tenter de surtout d'expliquer ma démarche, qui est, et vous l'avez dit, qui est une démarche, le mot général, c'est une démarche empirique. Ou bien dit autrement, c'est ce que les physiciens appellent partir de l'observable, de ce qui est observé. Mais de ce qui est observé à échelle générale. Donc, dans le cas de questions démographiques, à échelle statistique, nécessairement. Je reviendrai sur cet aspect de l'observation. Donc, bien sûr, par derrière, et vous l'avez dit, il y a des questions idéologiques, mais dire le grand remplacement, c'est du racisme, ça arrête la réflexion, parce que ça y est, on l'a mis dans une petite case, et on ne peut plus le dépioter, si vous voulez. Il faut, au contraire, continuer à le regarder en tant que tel. Bien sûr qu'il y a une part de racisme importante dedans, mais c'est autre chose. Si ça s'appelle grand remplacement et pas racisme, c'est autre chose, si vous voulez. Alors, pourquoi est-ce que je me suis intéressé à deux choses d'ailleurs récemment, qui sont les deux livres que je viens de publier, c'est un peu un hasard. J'ai cette question du grand remplacement parce qu'elle était devenue très très présente à partir du début de la campagne électorale. Donc les éditions Grasset m'avaient demandé de faire justement une petite mise au point qui est ce livre, de la même manière qu'en même temps, en fait, hein. C'est une commande, oui, en même temps qu'ils avaient commandé à Laurent Joly de faire une mise au point sur la question du pétinisme, puisque là aussi il y avait eu des affirmations très violentes du candidat Zemmour. Et donc, et l'autre livre traite de la question du rapport localement, entre la proportion, c'est tout bête, entre la proportion d'immigrés et la proportion de vote pour le Front National, puis pour le Rassemblement National. Parce que quand on regarde localement, les deux sont à l'inverse. Ça a l'air tout à fait étonnant, mais donc dans l'autre livre, alors le titre pas génial, le titre c'est Le Grand Enfumage, c'est souvent les éditeurs vous poussent ils veulent vendre, donc et le sous-titre est par contre beaucoup plus clair, c'est Populisme et migration dans 7 pays européens. Populisme et immigration dans 7 pays européens, parce que
ce que j'ai constaté en France, quand je dis constater, j'ai les données pour les 36 000 communes françaises concernant les résultats des votes, par exemple les résultats des votes pour Marine Le Pen à la présidentielle de 2017, et puis j'ai la proportion d'immigrés dans chaque commune, donc je peux les mettre en rapport les uns avec les autres, et non seulement c'est plutôt là, et pas plutôt, c'est vraiment là où il y a le moins d'immigrés qu'on vote le plus pour le Rassemblement national, et c'est un fait statistique. Mais c'est aussi juste là où on vote le plus pour le Front national, c'est là où il y a presque toujours le moins d'immigrés. C'est statistique, il peut y avoir des petites exceptions, mais globalement, sur 36 000 communes, on le vérifie. Et on le vérifie à plus grande échelle. Vous disiez dans une interview à France Inter, si ma mémoire est bonne, que c'est vraiment dans le local que vous êtes descendu, pas des appréciations sur une... Absolument, non. Voilà. Et c'est dans tout le local. Alors on peut donner une illustration, mais c'est seulement une illustration d'un phénomène statistique, et il y a plusieurs illustrations. Très souvent, je donne deux exemples extrêmes. La Seine-Saint-Denis, qui est le département qui a le plus d'immigrés, où ils sont 30% de la population, représentent 30% de la population, a voté à 13,7% pour Marine Le Pen au premier tour de 2017. Inversement, le département qui a le plus voté pour Marine Le Pen, qui est le département de l'Aisne, avec 37%, on ne trouve dans la population de l'Aisne que 4% d'immigrés. Donc on a vraiment les deux inverses. Et les gens du Rassemblement national le savent, parce que Marine Le Pen faisait d'habitude sa rentrée à Brachet. C'est un petit village de la Haute-Marne. Et elle le faisait parce que ce petit village avait voté au premier tour de 2017 à 83% pour elle et à 90% au second tour. Donc c'est tout bête, j'ai été regarder dans les statistiques de l'INSEE combien il y avait d'immigrés à Brachet. La réponse c'est 0. Donc combien il y avait d'immigrés autour de Brachet? J'ai pris les communes, c'est dans la Haute-Marne. 0 autour. Alors pourquoi est-ce que je me suis intéressé à ça et au grand remplacement? C'est parce que je pense que ces deux, le grand remplacement et la présence locale des immigrés, qui se traduit par un chez nous qui est entonné dans toutes les grandes réunions du Rassemblement national, c'est des clés de voûte de l'idéologie propagée par le Front national. C'est pas quelque chose de latéral, c'est quelque chose qui tient leur discours. Notamment, c'est essentiel dans le cas de la présence des immigrés, de dire voilà, c'est parce qu'il y a des boucheries halal, c'est parce qu'il y a des femmes voilées, c'est parce qu'on n'entend plus parler français mais arabe ou africain dans la rue. C'est faux. À Brachet, il n'y a pas de boucherie halal, il n'y a pas de... Enfin, peut-être qu'il y en a une ligne de passage quelquefois. Et puis, on n'entend pas parler arabe. J'ai pas eu besoin de me rendre à Brachet pour m'en rendre compte. Donc, il s'agit quand même d'attaquer au centre la rhétorique de l'extrême droite. Et puis même chose pour le grand remplacement, et j'avais fait assez tôt un papier dans Le Monde en montrant qu'il avait justement ce rôle de clé de voûte ou de moyeu, c'est-à-dire c'est à lui que, au fond, la plupart des thèmes du Rassemblement national et surtout de Zemmour peuvent se raccrocher. Donc ça m'a amené à travailler plus en profondeur sur ces deux thèmes. Je vais surtout parler bien sûr de livre qui est présenté ici, mais je pourrais répondre à des questions sur l'autre thème. Alors, une fois que j'ai dressé ce tableau, comment faire pour étudier cette question du grand remplacement? J'ai procédé au fond en 3 temps. Dans un premier temps, c'est comment ce thème est apparu. Et quand je dis thème, je dirais même ce slogan, parce que on le verra dans le second temps, qui est une analyse des textes de son fondateur, on pourrait dire, qui est un littérateur dont le nom est Renaud Camus, qui a beaucoup écrit sur ce sujet, y compris des livres qui portent le titre Grand Remplacement. C'est lui-même dit le grand remplacement ne se définit pas, il est une évidence. Donc, oui, c'est le dit à plusieurs reprises. Donc, c'est bien en ça qu'il est une clé de voûte. Il tient le reste. Donc, il est un acte de foi, si vous voulez. Et
il y a un acte de foi comme, et c'était dans Monarchie du Monde, comme pour les nazis, la race, cette fois-là, était un acte de foi, ou comme dans le stalinisme, la classe bourgeoise, ou le rejet de la classe bourgeoise, était un acte de foi qui tenait tout. Et de la même manière, le grand remplacement tient le raisonnement actuellement d'une partie de l'extrême droite. Donc, la première chose, c'était de voir comment ce slogan était apparu. Donc, je vais en dire développer un petit peu, parce que c'est récent. Donc, comment il s'est fabriqué et quel modèle j'ai pris pour, au fond, le regarder. C'est un livre que j'ai toujours trouvé remarquable d'un philosophe et linguiste, Jean-Pierre Faye, qui s'appelle « Le langage totalitaire » et qui analyse comment le terme, le slogan national-socialisme, l'expression national-socialisme est apparu dans l'Allemagne la fin de l'Allemagne de Weimar. Et c'est un gros livre hein, qui est où il montre très bien comment on approche progressivement ce terme qui en fait est une façon de rassembler ce qu'il appelle le fer à cheval, c'est-à-dire l'extrême gauche et l'extrême droite allemande de l'époque. Après tout, national, c'est plutôt le terme connoté à droite, et socialisme, c'est le terme connoté à gauche. Je vous recommande, c'est un livre absolument remarquable. Donc je ne veux pas du tout dire que j'ai été à ce niveau, mais ça me fournissait, comme souvent, c'est des très bons livres vous fournissent un moyen d'entrer dans un sujet. Donc j'ai dans cette première partie regardé comment progressivement, je vais maintenant en dire un mot, ce terme de grand remplacement s'est constitué en fait. Et puis dans un second temps, je me suis donc pensé sur les écrits de Renaud Camus, c'est pas, je vous en dirai un mot, et puis sur ce que, avec des guillemets, on peut appeler sa méthode. Et puis dans un troisième temps, j'ai pris au sérieux la question du grand remplacement. Est-ce que démographiquement il y avait une possibilité de grand remplacement? Donc voilà le plan du livre, mais j'ai rajouté un dernier chapitre parce que quand on attaque cette question, on est tout de suite accusé d'irénisme. On vous dit ah mais vous négligez. Donc mon dernier chapitre porte sur les difficultés des questions d'immigration qui sont loin d'être négligeables, et mon argument dans le dernier chapitre est aussi que agiter le grand remplacement, eh bien, c'est empêcher de s'attaquer au problème réel de l'immigration. C'est pas neutre, c'est pas à côté, c'est au contraire en les globalisant ne pas les traiter. Donc c'est un frein, c'est un obstacle. C'est une manière, au fond, de les masquer, de les laisser latents, parce qu'au fond, c'est en les entretenant aussi qu'il y a le succès que peut avoir l'extrême droite. Alors, comment, sur la première partie, quelles sont les origines? Les origines sont, j'ai été d'abord très loin, parce que j'avais travaillé sur la montée de la xénophobie et surtout du natalisme après la guerre de 1870. Il y a eu, pratiquement à partir de 1895, il y a eu une crainte très forte en France d'une nouvelle invasion allemande. Le thème de l'invasion est devenu un thème tout à fait dominant, avec des livres importants, des thèmes d'ailleurs assez curieux du fait qu'en Allemagne, ce thème n'était pas du tout évoqué. C'était vraiment un thème propre à la France qui était lié au fond à un sentiment de déclassement. Après tout, au temps de Napoléon Ier, la France avait envahi l'Europe, et puis voilà qu'au temps de Napoléon III, c'est elle qui était envahie par les Allemands. Donc ce thème de l'invasion a eu une très grande force. Et c'était une répétition, il a été l'occasion de produire des faux, notamment. Et pour appuyer et puis on retrouvait une construction qui était il y a des différences de fécondité, donc de croissance démographique, et donc les hautes pressions vont aller vers les basses pressions. Une comparaison météorologique, là où les gens sont très nombreux, ils vont se précipiter là où il y a au contraire des gens moins nombreux ou dont la croissance démographique est faible ou nulle. Ce thème a été repris par un livre qui a eu un grand succès récemment, qui est le livre de Stephen Smith, dont le titre est clair, c'est La ruée vers l'Europe. Peut-être certains l'ont
l'ont vu, qui est sous prétexte que les Nations Unies prévoient que la population de l'Afrique va passer de un peu plus d'1 milliard à peu près 2 milliards d'habitants et que l'Afrique est très pauvre et sera sans doute soumise à des problèmes graves, y compris climatiques, eh bien le milliard supplémentaire va se ruer vers l'Europe. Ce thème a eu un grand succès, pas un succès seulement à l'extrême droite. Macron l'a distribué à tous les membres de son cabinet, il faut le savoir. C'est donc pour comprendre cela. Et le thème c'est typique dès la fin du 19e siècle, cette idée, là où il y a des fortes pressions démographiques, ça va envahir là où il y a... Donc vous avez forte pression, premier temps. Deuxième temps, la migration. Un auteur, d'ailleurs un faussaire, à la fin du 19e siècle, dit « Et il va se produire alors un vulgaire courant d'air nommé invasion ». Et puis... Le troisième temps, c'est une fois qu'il y a eu l'invasion, ben ça y est, la France n'est plus la France. Bon, le thème culturel intervient, mais vous avez une gradation. Le thème de différence de pression démographique est tout à fait exact. On a les chiffres. Le thème, à l'époque et encore maintenant. Le thème, ensuite le thème, la conclusion, il va y avoir invasion, est déjà inappropriée. Elle ne correspond pas à ce qu'on a vu au cours de l'histoire et même récemment. Et puis le troisième thème, qui est le thème au fond culturel, là, il n'a aucune preuve, aucun moyen d'être prouvé. Mais il y a cette gradation, elle a duré très longtemps. On la retrouve, vous avez fait allusion au Camp des Saints, c'est un roman de Jean Raspail qui a eu un très grand succès, publié en 1965, republié. C'est un roman fétiche de l'extrême droite. Et dans lequel... d'un réalisme extraordinaire, puisque dans lequel tout d'un coup, à côté de Saint-Tropez, une flottille de 1 million d'Indiens venus de Calcutta débarque et sème la panique sur tout le territoire. C'est surtout d'ailleurs pour Raspail le moyen d'exprimer une sorte de haine générale de ce qui se passe en France, parce qu'il montre que les chrétiens de gauche sont massacrés par ces Indiens alors qu'ils voulaient les aider, et ainsi de suite. Il y a une toile beaucoup plus générale que la simple invasion. Et puis c'est les Indiens qui, en fin de parcours, dominent le territoire, dominent tout le sud de la France. Si j'ai pris ce roman, il y a d'autres romans, dès d'ailleurs le début du XXe siècle, il y a des romans intitulés L'Invasion, mais parce qu'il est non seulement remarquable, il est d'une extrême violence dans le langage, mais aussi parce qu'il se trouve que 35 ans plus tard, cette histoire est arrivée d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'il y a un bateau, peut-être certains d'entre vous se souviennent, un bateau avec 900 Kurdes qui s'est échoué sur la plage de Boulouris, qui était une petite plage de Saint-Raphaël, donc pas loin du tout de Saint-Tropez. Donc il y avait le moyen de comparer la fiction à la réalité. Et la réalité a été très différente de la fiction. Elle est d'ailleurs très intéressante dans la mesure où elle montre à l'œuvre des mécanismes de migration. Je peux peut-être en dire un mot, parce que ces 900 personnes se sont présentées, alors ils ont été très bien accueillis, tout de suite. On a parlé de leur donner des sauf-conduits, des droits de séjour, un peu comme on fait actuellement pour les Ukrainiens temporaires. Ils ont dit, voilà, des raisons du bon accueil, on dit, voilà, nous sommes des paysans irakiens qui ont été chassés par Saddam Hussein. Et peu de temps auparavant, Saddam Hussein avait gazé une population à Halabja. Et donc, ils ont bénéficié d'un crédit. Et puis, donc, on leur a dit, faites une demande d'asile. Et curieusement, sur les 900, il y a eu seulement 150 demandes d'asile. Et en fait, les 750 autres, on a vu arriver des voitures d'Allemagne, des Pays-Bas, de Suisse, qui les ont embarqués parce que ces personnes avaient des parents ou bien des personnes qu'ils connaissaient bien dans ces pays. Les Kurdes sont plutôt en Allemagne, sont plutôt aux Pays-Bas et puis en Suisse. Donc c'était un premier exemple du fonctionnement de la migration. La migration, c'est
très très largement une question de réseau. Les gens vont là où ils ont déjà une connaissance. Si vous vous souvenez de ce petit garçon qui était mort sur une noyade, Elan, c'était une histoire terrible qui a d'ailleurs beaucoup apitoyé les populations européennes. Et puis, au cours d'un interview, le père de Elan, on lui a demandé pourquoi il était parti. Bon, il était persécuté. Et il a dit, on lui a demandé où il allait. Il a dit, ben, j'ai ma belle-sœur qui est à Toronto. Et oui, c'était pas un paysan de base de l'Irak ou de la Syrie, je me souviens plus de la Syrie. C'était typique de ce que sont les réseaux de migration. Pour terminer avec ces Kurdes, ceux qui sont restés ont été, au fond, interrogés au fil du temps un peu plus. C'était pas des Irakiens, c'était des Syriens. Mais ils avaient dit qu'ils étaient Irakiens parce que justement ils savaient qu'on ne pourrait pas les renvoyer en Irak. Alors qu'à l'époque, en Syrie, il n'y avait pas encore la guerre. Civile, ouais. Et c'était pas non plus des paysans. C'était des classes moyennes. Il y a l'un d'entre eux, il y a une interview de l'un d'entre eux qui était un photographe qui avait vendu son matériel et puis sa petite échoppe ou entreprise pour partir. Et s'ils étaient partis, c'est pas simplement parce que les Kurdes étaient déjà ostracisés par les dirigeants syriens, par le gouvernement syrien, mais parce que c'était des, comment les appelle-t-on, ils étaient de cette secte c'était des Yazidis. Et oui, et donc ils étaient doublement persécutés comme étant kurdes et persécutés par les sunnites comme étant considérés comme des apostats, comme des sectaires. Donc là, on avait un tableau qui était assez intéressant parce que c'était au fond l'inverse de ce qu'avait mis dans son roman Raspail. Alors Raspail, si aussi j'ai insisté, c'est parce qu'on le retrouve ensuite, quelques années plus tard, comme organisateur d'un célèbre numéro du Figaro Magazine, à l'époque, du genre, encore maintenant, c'est pas génial, mais c'était très à droite, le Figaro Magazine, et c'était une couverture dont les plus âgés d'entre vous se souviennent peut-être, c'était « Serons-nous français dans 30 ans ?» Et il y avait une Marianne voilée. Donc la réponse était dans la question. Voilà. Et l'organisateur du dossier, c'était Jean Raspail. Donc d'ailleurs, c'est lui qui faisait la production. Mais c'était un dossier assez bien fait. Puisqu'il y avait une perspective démographique, une projection démographique faite dans les règles de l'art, et montrant qu'effectivement, 30 ans plus tard, en 2015, le nombre de, par exemple, 40% des naissances seraient des naissances à l'époque ENE, étrangers non européens. Donc, ce qui était intéressant, c'est que on y est arrivé 30 ans plus tard, en 2015. Donc, j'ai les chiffres de 2015. Donc, j'ai pu comparer, et la prévision faite par le Figaro Magazine était bien sûr complètement fausse. Alors, pourquoi était-elle fausse? Parce que par exemple, elle avait supposé que la fécondité des nouveaux arrivants était de un peu plus de 5 enfants par femme. Alors, elle est maintenant de l'ordre de 2,5. Parce qu'aussi, ils avaient supposé que la fécondité des Françaises ne serait que de 1,25. Elle a été pendant cette période proche de 2. Donc ça suffit à créer des dates assez gros. Et puis aussi parce qu'ils avaient forcé sur l'arrivée des immigrés, ça c'est classique. Mais tout mis ensemble, en fait, il n'y avait pas... En 2015, il n'y a pas eu 40% de naissances de deux parents immigrés, et il y en a eu, je ne sais plus le chiffre exact, mais c'est 7 ou 7%, je crois, en 2015, et tous immigrés compris. Petit décalage. Oui, tous immigrés compris, pas seulement les ENE, donc aussi les Portugais, etc. Ce qu'il y avait aussi d'intéressant, et si j'ai pris cet exemple du Figaro Magazine, c'est parce qu'au même moment, un scientifique, on pourrait le dire, enfin
oui, comment dire, un ancien directeur du Monde qui avait dirigé la très grande prévision faite par l'OCDE qui s'appelait Interfutur, Jacques Le Sourd, qui était c'était un major de Polytechnique, qui est tout à fait honorable, hein, qui est pas, peut pas succéder. Ça vaccine pas, hein. Non, mais il ne peut pas supposer qu'il ait été d'extrême droite, avait fait un article dans un des premiers numéros du journal Le Débat, qui était le journal de Pierre Nora et puis de Marcel Gaucher, qui était, alors le titre exact doit être l'immigration, le problème du XXIe siècle, et dans lequel il supposait qu'au cours des 20 années suivantes, un peu plus tard, c'est jusqu'en 2020, hein, c'était donc, ça faisait les 35 années suivantes, mais il avait dit jusqu'en 2020, arriverait du Proche-Orient et d'Afrique entre 25 et 65 millions de personnes. Ce qui était, il n'y avait aucune base à ce chiffre-là. Pourtant, on a un polytechnicien, un major de Polytechnique, mais il y a donc, on était dans le fantasme, et ce fantasme, au fond, était assez proche, il était fait d'une autre manière, mais pour montrer que c'est toujours un peu plus large, que c'est pas simplement... Excusez-moi juste une seconde, oui. Parce que là, vous parlez des projections qui avaient été faites par les uns, par les autres. Mais il y a aussi le rôle terrible des journalistes, des idéologues, qui isolent une phrase du président Boumedienne, ça c'est autre chose, et qui répète cette phrase à satiété, qui devient la vérification de la projection. C'est-à-dire, il y a aussi une campagne. Oui, non, ça je vais en dire un mot, mais si vous voulez, là, je voulais juste dresser. Alors, comment ensuite ça s'est précipité? Donc, il y avait cet arrière-fond de l'invasion, et puis cet arrière-fond de l'invasion, finalement, dans les années récentes, il n'y avait pas eu d'invasion. Donc, le mot a eu moins de poids. Alors, Marine Le Pen a essayé submersion, qui est un peu plus fort. Ça n'a pas vraiment marché. Donc, quelque part, le grand remplacement est venu pour... remplacer, exactement, vous avez raison. Et c'est, disons, je pense, une de ces raisons. Mais techniquement, alors si on revient sur le terme de langage, au fond, dans le livre de Jean Raspail, j'ai trouvé l'expression « grande migration » déjà. Donc le mot « grand » est déjà en place. Et puis, il se trouve, et là c'est une affaire que je connaissais bien en tant que démographe, qu'en 2001, les Nations Unies ont fait une étude, enfin il y a une division de la population qui est une sorte de think tank démographique des Nations Unies, qui a fait une étude, mais une étude comme il y a des tas d'études, qui s'appelait « Replacement Migration ». Migration de remplacement. Vous voyez que le terme était déjà très proche. C'est une étude intéressante, qui a été discutée dans les milieux démographiques, mais uniquement dans les milieux démographiques, qui consistait à... Parce que le mot remplacement est utilisé par les démographes, c'est les quantités de fécondité ou de migration qu'il faut pour que la population reste stationnaire. Donc quand la fécondité est faible, à ce moment-là, on peut calculer combien de migrations permettent de compenser la baisse de population du fait d'une faible fécondité. Donc c'est ce qu'avaient fait les Nations Unies pour une dizaine de pays développés où la question pouvait se poser, dont l'Europe. Et il y avait plusieurs hypothèses, et surtout il y avait une hypothèse d'ailleurs très intéressante, qui est, moi, à mon avis, la plus intéressante, parce qu'elle nous amène à des débats actuels d'ailleurs encore maintenant, qui était: est-ce que la migration pouvait compenser le vieillissement de la population? Autrement dit, est-ce que le fait que la part de la population âgée de plus de 65 ans augmente nettement par rapport aux actifs, par rapport à, disons, ceux qui ont de 20 à 65 ans, est-ce que ça, puisque les migrants sont jeunes, il y a une fécondité un peu plus grande, est-ce que ça peut compenser? Et l'étude montrait que c'était impossible. Elle montrait que pour la France, pour que le rapport des actifs aux inactifs reste le même qu'à l'époque, en 2001, il aurait fallu plus d'un million de migrants par an. Donc c'était intéressant, parce qu'au fond, ça disait, on pourrait dire que c'était, d'une certaine manière, contrer un argument favorable à l'immigration. Mais cette étude a été, alors elle a
elle est passée inaperçue. J'ai été le seul retentissement, c'est que la commission des affaires sociales du Parlement européen s'en est saisie en 2008 et à ce moment-là m'a d'ailleurs demandé de refaire les calculs. J'ai obtenu pratiquement les mêmes résultats. C'était bien fait. Je connaissais Grimblat qui avait fait les calculs. Mais simplement au moment où justement cette invasion était de moins en moins crédible, Marine Le Pen et l'extrême droite et la droite dure ont découvert les choses et donc ont lu de travers. C'est-à-dire qu'ils ont affirmé que les Nations Unies voulaient imposer des millions d'immigrants à la France pour... Il n'y a aucune décision, bien sûr, ni de l'Assemblée des Nations Unies, ni du Conseil de sécurité. C'est une boîte d'études, la division de la population des Nations Unies. Alors ça a été repris avec des chiffres de plus en plus fantaisistes par De Villiers, et puis par la droite même, par Guillaume Arrivé, l'arrivée a été un peu plus modérée, mais enfin, c'est à ce moment-là, et on est dans les années 2015-2016, c'est aussi à ce moment-là qu'il y a l'arrivée il y a ce qu'on a appelé la crise des migrants, c'est-à-dire l'arrivée des migrants de Syrie, surtout en Allemagne d'ailleurs, et pas en France. Donc c'est à ce moment-là, et à ce moment-là, on découvre qu'il y a un auteur qui jusque-là publiait un conte d'auteur, Renaud Camus, qui avait anticipé et qui avait notamment publié dans un tout autre genre d'ailleurs. Oui, il a commencé dans d'autres genres. Il a une petite célébrité il a écrit dans les années 90, je crois, une défense de l'homosexualité. Voilà. Et puis il avait commencé par des guides touristiques. Bon, enfin, chacun a le droit de faire ce qu'il veut. Hein, on peut le faire. Mais là, alors. Ensuite, ça c'est la seconde. Donc vous voyez comment ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut voir comment se forge un slogan, parce qu'aussi c'est ce qui fait la force d'un slogan, c'est d'avoir une archéologie, c'est de pouvoir s'accrocher. Bon, autant, vous verrez dans le dernier point, numériquement ou démographiquement, ça ne va pas, autant là, il y a une construction, c'est en ce sens-là que le livre de Jean-Pierre Fay m'a rendu service. Alors, seconde seconde partie du livre, il y a 2 chapitres, j'examine les arguments de Monsieur Renaud Camus, donc j'ai examiné en détail 3 livres de lui. Si je dis Renaud Camus et pas Zemmour, c'est que avec Renaud Camus, j'ai une base solide, et d'autre part, Zemmour reprend exactement les thèmes de Renaud Camus. C'est pas simplement il mélange, il se contredit et tout. Je vais pas aller me pencher sur des déclarations faites dans des campagnes électorales. Là, j'ai une base solide, j'ai son idéologue. C'est ça. Pour reprendre d'ailleurs. C'est un ami. Ils ont des relations amicales. Oui, c'est possible. Ils se connaissent. C'est possible. Et donc, j'ai commencé à me plonger dans cette littérature pour vous dire mon type de travail, qui est toujours un travail qui relève empirique, de l'observable. Chaque fois que Renaud Camus faisait une citation, je l'ai vérifiée, j'étais allé voir. Parfois, je suis été obligé d'ailleurs d'aller la vérifier à la Bibliothèque nationale parce que le bouquin n'était plus disponible dans les bibliothèques habituelles. Et dans tous les cas, sauf un, dans les 3 livres que j'ai regardés attentivement, les citations étaient fausses. C'était faux le savoir. Et quelquefois dramatiquement fausses, et c'est là effectivement l'allusion que vous avez faite. Il y a une citation absolument terrible qui est la déclaration du président Boumedienne aux Nations Unies en novembre 1974, qui est peut-être on peut la lire d'ailleurs. Je vais la chercher. Continuez. C'est une citation terrible, hein, parce que alors c'est juste avant, j'ai l'œil tout de suite attiré par cette citation parce que elle avait déjà été utilisée dans les années en 1985 par beaucoup de monde, par le Sourn, par le Figaro Magazine, par Sauvy. On l'a retrouvée aussi dans le rapport Ramsès, mais c'était une citation encore d'une relative douceur. C'était grosso modo, Boumedienne disait les ordres de pauvres du Sud vont se lever et envahir le Nord riche. Voilà ce que c'était de la poésie plus que de la politique. Je cherche. Oui. Alors à l'époque, j'avais cherché d'ailleurs l'origine de cette citation parce que ça remontait à un article de Sauvy. J'ai un grand respect pour Sauvy, mais quelquefois, bon, il allait un peu vite. Et Sauvy dans l'Express avait dit c'est la déclaration
déclaration de Boumedienne au Washington Post. Et quand même, d'abord, il y a une chose qui m'intriguait, c'est que, travaillant avec Sauvy, je savais bien qu'il ne parlait pas anglais. Donc, l'idée qu'il ait lu le Washington Post était déjà pour moi un peu bizarre. Mais comme souvent, il avait dû en entendre parler. C'est ça qui est toujours très, très dangereux. On avait dû lui dire que... Alors, je vous la lis comme ça, voilà. Allez-y, c'est là. Et donc, on avait... Et donc, j'ai même payé un étudiant pour dépouiller le Washington Post. Voilà, c'est ma façon de faire, pour voir si on n'a pas retrouvé. Ça ne veut pas dire mais on ne l'a pas retrouvé sur l'année indiquée du Washington Post. Cette citation est devenue sous la plume de Renaud Camus, non plus du Washington Post, mais la déclaration à l'Assemblée de Boumedienne à l'Assemblée générale des Nations Unies en 1974. Voilà ce que cite Camus. Un jour, des millions d'hommes quitteront l'hémisphère sud pour aller dans l'hémisphère nord. Ils n'iront pas là-bas en tant qu'amis, parce qu'ils iront là-bas pour conquérir, et ils le conquerront en le peuplant avec leurs fils. C'est le ventre de nos femmes qui nous donnera la victoire. C'est une citation forte. Mais ce qui était intéressant, c'est que tout n'étant pas complètement faux, Boumedienne a fait une déclaration aux Nations Unies en avril 1974. Et quand on va sur le site des Nations Unies, on peut trouver l'ensemble de son discours. Donc, je suis allé sur le site, j'ai trouvé ça, puis j'ai cherché ce que racontait Boumedienne. Il y a 153 paragraphes. C'est un très beau discours, je dois vous dire. Si on est intéressé par le tiers-mondisme de cette époque, c'est un des plus beaux discours que j'ai. C'est la grande période des non-alignés. Exactement, c'est vraiment un discours de non-alignés. C'est Bouteflika d'ailleurs qui préside l'Assemblée générale. Et voilà, alors il y a un seul paragraphe où il est question d'immigration qui est le suivant. Les émigrants travaillant dans les pays développés constituent la masse du sous-prolétariat, sont aussi attirés des scientifiques et des techniciens par les possibilités de promotion et de progrès dont ils sont privés par l'immobilité chronique de leur pays. C'est très juste, et c'est encore juste maintenant. C'est la seule sur les 150 et plus paragraphes. Et à la fin, il y a un dernier paragraphe que je vais vous lire, parce que le thème de Boumedienne, c'est de dire, vous avez eu un plan Marshall, vous autres Européens, grâce aux États-Unis en 1946, eh bien, il faudrait faire la même chose, mais pour les pays en développement. Vous devriez avoir un. Donc, bien entendu, Boumedienne n'allait pas les insulter au moment où il leur demandait un plan Marshall. Déjà, c'est grotesque. Mais il termine par une très belle conclusion. Le dernier paragraphe, c'est « La victoire contre la pauvreté, la maladie, l'analphabétisme et l'insécurité ne sera pas une revanche des pays pauvres contre les riches, mais une victoire pour l'humanité entière. » Ça a quand même une certaine tenue. Peut-être qu'il ne le croyait pas, mais c'est pas... Donc, vous voyez l'escroquerie commise par Renaud Camus. Et moi, mon commentaire, et celui-ci vise non seulement à faire peur, mais aussi à salir le président algérien. Et à travers lui, les Algériens, les Arabes, les musulmans et les pays pauvres. Voilà le sens du trucage de monsieur Renaud Camus. Alors, je vous passe d'autres exemples, mais là, c'était pour moi l'exemple le plus fort, puis qu'il y avait une archéologie, parce que il avait même, au fond, sciemment déformé ce qui était déjà faux en 1985. Voilà, pour revenir sur ce thème, sur la façon. Alors, une autre manière dont fonctionne M. Camus, c'est le cas particulier, de transformer en cas général. Alors ça, vous connaissez ça, c'est une tactique générale de l'extrême droite, et plus largement que l'extrême droite, je pourrais en donner des exemples, qui consiste à partir d'un cas particulier, comme si c'était le cas général. Par exemple, quand on parle d'immigration, c'est en Seine-Saint-Denis, il se passe. Et dans le livre de Camus, il y a un passage tout à fait... À nouveau, je vais vous montrer ma méthode. Il y a un passage où il dit qu'en regardant à la télévision, il a vu une déclaration d'un certain monsieur Millet, disant que ce Millet disait qu'il s'était retrouvé seul blanc sur les quais de la station Châtelet à 6 heures du soir. Voilà alors d'abord,
ce monsieur Millet, comme par hasard, réapparaît dans un autre livre de Renaud Camus, c'est un de ses copains. Bon, déjà, il aurait pu dire copain. Et puis déjà aussi, c'est bien son genre de travail, aller regarder une déclaration à la télévision d'un inconnu. Donc vous avez été dans le métro Châtelet à 6h du soir. Oui, je suis un scientifique, donc je suis allé à 6h du soir à la station Châtelet et j'ai fait 20 comptages de ce qui me paraît être blanc et non blanc. Alors c'est très grossier, mais j'ai fait comme il y a une très bonne étude de deux chercheurs, Jobard et Lévy, sur les contrôles aux faciès, qui ont justement, si vous l'avez lu, c'est vraiment une étude remarquable. Et justement, il faut à un moment donné se mettre à la place du flic qui contrôle, donc savoir comment. Donc c'est un peu ce que j'ai fait. Et j'ai pas, en moyenne, il y avait 25% de ce qui m'apparaissait non blanc, et le cas sur les 20 comptages était le plus fort, 35%. Donc attention, je n'ai pas dit Monsieur Renaud Camus ment. J'ai dit autre chose. J'ai dit, nous n'avons pas vu la même chose, Monsieur Millet et moi. Et le problème d'une proposition générale, c'est qu'on doit voir la même chose. C'est le fonctionnement de la science depuis le début. C'était, on dit autrement, les exemples, les expériences sont répétables. C'est bien un problème très large qui est posé aussi dans les questions actuelles de vaccination et autres. C'est on doit pouvoir répéter, on doit pouvoir vérifier, donc répéter l'expérience. Et à ce moment-là, on émet une proposition générale. Il y a même un cas, je dirais, tout à fait extrême en philosophie, qui est la position de Karl Popper. Là, on entrerait dans des discussions plus longues, mais qui estime que c'est une position dite de falsification, qui suffit d'un exemple pour invalider une généralité. Donc c'est au fond exactement l'inverse. Et donc là, il y a un mécanisme, si j'ai insisté puis posé cette petite expérience, c'est parce que je pense que c'est un mécanisme très profond. Presque toujours quand j'étais confronté en débat avec des gens d'extrême droite, il m'oppose des exemples quand je donne une propriété générale comme celle que je vous ai indiquée sur moins il y a d'immigrés, plus on vote pour le RN. Alors, statistiquement, je peux le montrer. Tout de suite, on m'oppose la Seine-Saint-Denis, ou ceci, ou cela, ou tel quartier, ou tel bureau de vote. Et il y a quelque chose, je pense, de très profond là-dedans, qui est en lien avec la notion qu'a l'extrême droite, peut-être j'en dirais un mot aussi, de peuple. C'est-à-dire le peuple est homogène. Donc vous prenez n'importe quel individu, il représente le peuple, d'ailleurs y compris le chef. Le chef, c'est tout le peuple. C'est-à-dire il y a cette confusion entre cas particuliers et propositions générales. Et vous la suivrez, l'histoire du métro est très claire. Plusieurs fois, j'ai été... c'est une réponse qu'on m'a faite. Je me souviens plus de ce reporter du Figaro qui avait un nœud papillon et qui m'avait dit dans un débat, il m'avait dit on voit que vous n'êtes jamais allé dans le métro. Hein. Vous avez certainement entendu mais bien sûr. Alors ça ouvre le problème de mon dernier, chapitre qui est oui, il y a un problème de concentration des immigrés, mais comme il y a un problème de concentration de la pauvreté et de concentration de la richesse. Je vous signale qu'il y a une excellente étude de France Stratégie qui est disponible sur Internet, qui a regardé à un niveau fin, dans 40 agglomérations, quartier par quartier, quelle est la proportion de cadres supérieurs, la proportion d'enfants d'immigrés dans les écoles, et ainsi de suite. C'est très bien fait. Et d'ailleurs, l'extrême droite s'en est aperçue et a justement pris seulement le cas de Saint-Denis, parce que là, ça allait dans son sens. Donc d'habitude, j'oppose un cas absolument contraire, parce qu'il y a très peu d'immigrés, c'est le cas de l'agglomération de Douai et Lens, qui est une grosse agglomération dans le Pas-de-Calais, et où là, je veux dire, c'est pas le contraire, il y a quelques concentrations, mais c'est 10% d'immigration dans quelques quartiers. C'est pas 60-70% dans certains îlots. Alors, Hervé Lebras, comme le temps passe, oui, on va aller j'aimerais que vous nous disiez quels sont... Non, mais sur votre réponse à la théorie du grand remplacement. C'est-à-dire, quelles sont les données que vous avez tirées de vos études? C'est mon troisième point. Le troisième point, c'est est-ce qu'on peut voir, est-ce que
démographiquement, c'est possible qu'il y ait un grand remplacement. Ça s'appelle faire une projection démographique. Donc, on part de la population actuelle, du nombre actuel d'immigrés, et puis on regarde année après année, en fonction de la mortalité, de la fécondité, du niveau de migration, comment évolue la population. Donc ça, j'avais déjà fait un chapitre là-dessus dans un livre précédent. Ça s'appelait La fable du grand remplacement. Il faut aller dans le détail, c'est-à-dire il faut tenir compte des unions mixtes et des unions mixtes de différentes catégories, notamment si par exemple il y a un parent, un grand-parent, 2, 3 grands-parents immigrés ou non, il faut tout mettre ensemble parce que cette idée de grand remplacement, c'est sur plusieurs générations, c'est pas simplement les immigrés actuels. Et là, je pense avoir assez facilement montré, et il y a les données dedans, mais c'est simple, que c'est absolument impossible. Au mieux, en refusant de sortir du monde immigré, en considérant que on est dans la population d'origine immigrée remplaçante, comme dit M. Camus, si on a un seul grand-parent immigré, donc en niant toute la mixité. Je vous rappelle qu'une très grande étude de l'INSEE qui s'appelle « Descendants d'immigrés » montre que la moitié des descendants d'immigrés sont des descendants de couples mixtes et pas de... Et oui, c'est important, c'est toujours, on laisse toujours ça de côté. De côté, et donc vous imaginez que quand on est descendant au second degré, quand on arrive aux grands-parents, la proportion est encore plus importante. Mais là, les statistiques permettent, on peut avoir des sondages, mais pas plus. Donc ça, c'est clair. Je vais vous donner juste pour aller plus loin là-dedans, je vais vous donner un exemple de chiffres qui permettent de montrer cette impossibilité un peu plus simplement, sans faire une projection de population, même si c'est quand même la bonne méthode. Il suffit aussi de regarder une chose toute bête, de combien la population immigrée augmente chaque année. Alors vous me direz, mais comment peut-on le savoir? On a un système statistique qui est extrêmement performant avec l'INSEE et qui fait tous les ans ce qui s'appelle des enquêtes de recensement. C'est grosso modo, c'est à peu près 9 millions de personnes de façon représentative qui sont recensées. C'est pas toute la population, c'est pour ça que ça s'appelle... Mais 9 millions, c'est mieux qu'une enquête de 1000 personnes de l'IFOP ou d'Ipsos. Avec 9 millions, vous êtes solide. Il y a des enquêtes de vérification et puis vous avez sur le site de l'INSEE les résultats. Donc ça permet de voir la pyramide des âges, de voir la répartition des catégories sociales, de voir énormément de choses. C'est ce qu'on voit dans un recensement et de voir les immigrés. Donc vous avez, c'est un tableau publié par l'INSEE qui montre à chaque 1er janvier, à la suite de ces enquêtes, du dépouillement de ces enquêtes de recensement, quelle est la proportion d'immigrés de telle et telle et telle origine. Je rappelle qu'immigré, comme un autre point, ça signifie en France né étranger à l'étranger. Ça ne veut pas dire étranger, immigré. 36%, dans le dernier chiffre, est que 36% des immigrés sont français. C'est encore un autre point. Pour moi, ils sont français, mais ils sont classés comme immigrés, comme s'il y avait deux catégories de citoyens. Les citoyens français, et puis les citoyens français immigrés. Surtout, c'est un vrai problème. Ça nous emmènera plus loin. Mais donc, quand vous regardez, vous avez donc le nombre d'immigrés, c'est à peu près, dans le dernier nombre est de 6 700 000 au 1er janvier 2020, puis vous avez 1er janvier 2009, etc. Mais ce qui est intéressant, puisque vous avez le nombre à chaque 1er janvier, si vous faites la différence, vous savez combien il y a d'immigrés en plus et combien il y a d'immigrés de telle et telle partie du monde. Si les immigrés d'Afrique et d'Asie en plus pour l'année 2019, c'est 109 000. Ça existe depuis 2006, ce calcul. Les immigrés en moyenne, c'est un peu plus, c'est 119 000 en moyenne annuelle sur les 14 ans. Les nouveaux immigrés, donc. Hein. De nouveaux immigrés qui s'ajoutent jusqu'à faire les 6 700 000 actuels. Donc, si vous avez, disons, 120 000 immigrés de plus par an, en 2050, qui est le chiffre souvent
retenu, ben, ça va être dans 30 ans, un peu moins de 30 ans, ben, 120 000 pendant 30 ans, ça vous fait un peu plus de l'ordre de 4 millions de plus. On est 67 millions de Français, donc rien que quand vous regardez l'augmentation, mais il faut faire attention, c'est le vrai terme, c'est l'augmentation de la population immigrée, c'est pas... alors parce que ce que sort l'extrême droite, et hélas, et là j'ai un débat avec lui, hélas, le responsable de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, M. Leski, sort le chiffre de 400 000 entrées. Mais des entrées, ça veut rien dire, parce qu'il y a des sorties. Mais oui, mais je suis sidéré, parce que c'est le chiffre 400 000 qui est aussi annoncé par Zemmour. Alors Zemmour, et je suis obligé de le dire, les skis disent, eh bien, 400 000 pendant 5 ans, ça fait 2 millions pendant le... alors que la plupart de ces entrées sont suivies de sorties. C'est des entrées qui sont conventionnelles, si vous voulez, qui sont relatives aux cartes de séjour distribuées par le ministère de l'Intérieur. Hervé Lebras, est-ce que je peux vous demander de commenter des chiffres pour que les chiffres restent, que nos amis les aient, nos amis qui sont en ligne. Donc vous dites qu'en 2020, il y a 4 200 000 immigrés venus d'Afrique et d'Asie, chez nous, en France, sur 67 800 000 Français. Que l'accroissement annuel moyen est de 97 000. Et vous arrivez donc à une projection sur 2050... Je termine juste, hein, de 7 100 000. Oui, mais ça c'est en projection. Voilà, en projection, sur, à l'époque, 74 millions. Donc en fait, on reste dans une proportion qui est en légère augmentation, mais vraiment légère augmentation. Oui, c'est ça les chiffres que vous donnez, hein, j'ai bien noté. Il faut les prendre aussi, tout ce qui va vers le futur, mais il faut le prendre avec des pincettes, hein, c'est des ordres de grandeur. C'est pour ça que j'insiste sur les chiffres récents et sur les chiffres depuis 2006, parce que là au moins on peut dire des certitudes. Il y a les chiffres de l'INSEE sont pas parfaits, hein, il y a toujours des problèmes avec les recensements, mais ça peut être au lieu de 109 000, ça peut être, je sais pas, 114 000 ou 98 000, mais on a un très bon ordre de grandeur. En général, les enquêtes de recensement de l'INSEE montrent que les erreurs sont de l'ordre de 1 à 1,5%, donc dans un sens ou dans l'autre. Donc bon, on tient la chose, si vous voulez, avec ce qui est observable, justement. Ensuite, bon, ben oui, il faut ne serait-ce que, par exemple, personne n'avait prévu le malheur qui est en train d'arriver avec l'arrivée des Ukrainiens, par exemple. Voilà un exemple de ce qui peut changer dès qu'on fait une présidence. Ceci dit, même si tous les Ukrainiens entrent dans l'Europe, dans l'Union européenne, on est encore 460 millions, 40 millions entreront. C'est pas non plus, c'est même pas un grand remplacement là. Et après tout, la plupart des Ukrainiens ne seraient pas considérés comme des remplaçants par Monsieur Renaud Camus, parce que c'est pas des ENE, des étrangers non européens. Voilà, peut-être que maintenant j'ai parlé assez longtemps, mais vous voyez un peu la manière dont je procède. Peut-être juste un dernier mot, mais c'est cette question notamment de la question de mixité soulève. Alors ça discute de façon assez attentive, parce que la formule qu'emploie Renaud Camus et qu'emploie d'ailleurs Zemmour aussi, c'est un peuple en remplace un autre. Donc est-ce qu'il y a un peuple qui est là déjà, et puis est-ce qu'il y a un autre peuple qui arrive? Cet autre peuple qui arrive, si c'est le peuple des immigrés, il est extraordinairement varié. Vous avez déjà, si vous dites à un Algérien et un Marocain qui font partie du même peuple, ça risque de... des deux côtés. Des deux côtés, voilà. D'accord. Mais si ensuite vous dites que c'est la même chose qu'un Ivoirien, si vous dites à un Ivoirien c'est la même chose qu'un habitant de la Zambie, ou bien que c'est extraordinairement varié, et en plus de ça, il n'y a pas que l'Afrique. Il y a l'Asie, il y a les Vénézuéliens qui arrivent actuellement. Et même entre Corse et Breton... même à l'intérieur de Corse, vous savez, ceux de Bonifacio, ils ne sont pas d'accord avec le reste de la Corse, parce qu'il y a une histoire ils n'ont pas dépendu, les uns ont dépendu de Pise et les autres de Gênes. Bon, c'est encore une autre... oui, ils ne parlent pas exactement la même langue à Bonifacio. Pour terminer juste l'introduction, après on va demander à nos amis leurs questions, et aussi ceux qui sont en ligne. Il y a quand même un mystère, je trouve, c'est que cette construction du grand remplacement, pour n'importe quelle intelligence normale, est une imbécilité caractérisée. Et pourtant,
61% des sondés, selon Harris Interactive, 61%, ça date d'octobre dernier, c'est pas, disent oui, on a peur. Ouais, mais alors. Comment Non, mais je vais vous le. Voilà, mais j'aimerais bien que vous le commentiez parce que on est de plus en plus dans la vie politique française et européenne dans une contradiction, un fossé entre les choses observables par un esprit, je veux dire, pas spécialisé, et des peurs agitées évidemment par les uns et par les autres. Alors, votre question est importante parce que il faut lire. Ce 61%, c'est effectivement le résultat d'un sondage Harris Interactive sur le grand remplacement. Je vais vous lire la question. Certaines personnes parlent du grand remplacement. 2 points. Les populations, ouvrez les guillemets, les populations européennes, blanches et chrétiennes étant menacées d'extinction suite à l'immigration musulmane provenant du Maghreb et de l'Afrique noire, fermez les guillemets, pensez-vous qu'un tel phénomène va se produire en France? 61% pensent. Alors vous me direz, mais qu'est-ce qui se passe? Mais la plupart des personnes ne sont jamais posées cette question. C'est surtout ça. C'est-à-dire que dans beaucoup d'enquêtes d'opinion, on vous pose une question à laquelle vous n'avez pas réfléchi. Donc, bon, vous allez répondre ceci ou ceci ou cela, quoi. Mais je suis extrêmement méfiant avec la plupart des enquêtes d'opinion. Il y a des enquêtes d'opinion qui sont sérieuses, si on vous demande, je sais pas quel type de voiture vous possédez, bon, c'est même plus de l'opinion, on peut s'y fier. Mais là, vous avez vu la question, la question en elle-même, la question agite toutes les peurs. Hein. Vous avez la question Maghreb, Afrique noire, musulmane, extinction, européenne, blanche, chrétienne. Bon, je veux dire, la question est faite pour fabriquer la réponse. Hein, mais cette question est souvent, l'extrême droite cite souvent ce résultat. Mais le jugement, exactement, absolument. Mais sans charger Renaud Camus outre mesure, mais moi, personnellement, ça me fait beaucoup penser à ces campagnes qui étaient menées en 40, 41, 42. Sachez reconnaître le juif. Alors on disait ça à des gens dont c'était jamais une question qui s'était posée, comment on reconnaît un juif. Ben oui. Mais ça devenait l'objet d'une exposition, exposition centrale à Paris, où on pouvait voir les oreilles, le nez, les cheveux. C'est-à-dire on peut créer, c'est ça qui est effrayant dans cette affaire, on peut créer quelque chose à partir de rien. Oui, tout à fait. C'est à vous. Merci infiniment en tout cas pour cette introduction passionnante. Il y a peut-être un commentaire sur, sur Zoom. Il dit bonjour, si je peux me permettre, il serait intéressant de comparer la thèse de M. Lebras avec les derniers ouvrages de Shemseddine Hafiz, recteur de la Grande Mosquée de Paris, intitulé N'en déplaise à certains, nous sommes les enfants de la République, notamment sur le sujet être français. Oui, non, je suis d'accord avec ce qui est dit là, mais ça, comment dire, ça n'est pas tellement lié à ce que je viens de vous dire. C'est justement, vous y avez fait allusion, on l'a dit au début, c'est dès qu'on entre dans des généralisations de ce genre-là, bien sûr que je suis d'accord, mais on progresse pas beaucoup. Oui. C'est pas, ça reste quand même bien. C'est au niveau des bonnes intentions. Et je vais vous dire aussi, je me méfie souvent des bonnes intentions et des jugements moraux. Pourtant, tout le monde devrait être pour, mais parce que très souvent, quand on prononce un jugement moral, c'est un de mes amis sociologues qui m'avait fait la remarque, il m'avait dit, quand on prend une position morale, c'est qu'on est dans une position de faiblesse. Eh oui, sinon, on doit pouvoir prendre... Le fait est, mais on en avait discuté à une autre occasion, je me souviens, 20 ans de petites mains n'ont malheureusement pas fait avancer le schmilblick. Donc les positions purement d'affirmation de l'antiracisme, c'est bien, ça peut pas être mal. Moi, mes enfants allaient au concert de SOS Racisme et c'était très bien. Mais c'est pas ça qui va faire douter des gens qui ont ça dans la tête. Il faut rentrer dans le sujet, ce que vous faites, quoi. Oui, en même temps, il faut être modeste, c'est-à-dire que disons, sur une personne qui est convaincue, je crois pas qu'elle sera sensible. Si vous êtes face à
un chrétien convaincu, puis que vous lui dites non, Jésus n'est pas le Fils de Dieu, vous n'avez aucune chance d'être cru. Enfin là, c'est des statistiques dont vous parlez. Même, si on le voit avec ces histoires de vaccination, on voit, il y a des mécanismes, c'est pas mon métier, mais il y a des mécanismes de croyance qui s'auto-entretiennent, en revanche, et c'est pour ça que cette histoire des 61% est intéressante, la masse la plus grande n'est pas, c'est à elle qu'il faut s'adresser, c'est à ce qu'on aurait appelé autrefois le marais, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas convaincus. C'est pas le noyau dur, le noyau dur, il n'y a rien à faire. Mais il y a tout un environnement, une nuée de gens qui sont bons, ils penchent un petit peu dans tel ou tel sens, mais ils sont encore accessibles à des raisonnements. Mais tout le monde ne l'est pas, ça c'est certain. D'autres questions? Oui. Oui, moi j'ai une question qui porte sur la méthode et sur les définitions. Lorsque vous parlez d'immigrés, si j'ai bien compris, il s'agit de quelqu'un qui est né à l'étranger et qui peut avoir aujourd'hui la nationalité française. Oui. Donc, quid de l'élargissement du débat à la population issue de l'immigration, et je pense notamment au livre de Jérôme Fourquet qui s'appelle « La France sous nos yeux », quelque chose comme ça, où il a recours à un moment donné à la méthode des prénoms pour l'immigration d'origine maghrébine. Évidemment, pour les juifs et autres, ça peut pas marcher. Mais est-ce qu'il y a une base scientifique? Est-ce que ça vous paraît intéressant d'élargir le débat à, en gros, la deuxième génération, éventuellement la troisième génération? Alors, vous avez raison de poser la question. J'ai donné un début de réponse en parlant de l'étude de l'INSEE sur les descendants d'immigrés. Donc on a une estimation de descendants, c'est pas enfants, c'est enfants au sens général du terme, mais ils peuvent être âgés. C'est vraiment la seconde génération, y compris. Vous avez tout à fait raison de le rappeler, c'est immigré au sens de nés étrangers à l'étranger. Donc certains sont devenus français. Les descendants d'immigrés sont français, presque tous, sauf avant l'âge de 13 ans, où ils sont comptés encore comme étrangers, puisqu'ils ne peuvent qu'à partir de 5 ans avant la majorité faire déclaration de nationalité. Donc, quand on parle des descendants d'immigrés, c'est des Français, c'est-à-dire beaucoup de ce qui se dit à propos des banlieues, c'est pas des immigrés, c'est des Français. C'est d'ailleurs, là je pourrais en parler un peu plus. Quelles sont les estimations qu'on a? Les estimations qu'on a, c'est celle de l'INSEE, alors quand je dis immigrés, c'est les immigrés de toute origine. Et les immigrés qui viennent actuellement, les immigrés originaires d'Afrique, c'est 50% de l'immigration seulement. Il y a tout le les enfants d'immigrés, c'est encore un peu moins de 50%, parce que c'était une immigration qui était beaucoup plus d'origine européenne, espagnole, italienne, portugaise. L'INSEE arrive donc pour toute immigration, qu'elle soit européenne, asiatique et tout, à peu près le même nombre. Donc ça veut dire qu'on a à peu près, au total de l'ensemble de l'immigration, à peu près de l'ordre de 13 millions de personnes à la fois immigrés directs et descendants d'immigrés. Voilà. Simplement, comme je l'ai dit aussi, dans les descendants d'immigrés, la moitié d'entre eux sont descendants de Français, puisque c'est des couples mixtes. Donc déjà, et ça c'est une faute qui est très souvent commise, je dirais à ma désolation, l'INSEE, presque toujours, l'INSEE de temps en temps, sort le chiffre d'origine mixte, mais presque toujours, on considère que on est enfant d'immigrés si un seul des parents est immigré, alors qu'on est autant enfant de maintenant, comme ils disent, non immigrés. Et donc déjà, vous voyez, le chiffre donné alors le chiffre donné est un majorant, c'est-à-dire, et c'est assez bizarre, au fond, même l'INSEE considère que le fait d'avoir un des parents immigrés l'emporte sur le fait d'avoir un parent. C'est quand même assez curieux. On a plutôt l'impression que l'influence est en sens et même. Alors sur le chiffre de Fourquet, quand on met tout ensemble, le chiffre j'ai vérifié, j'ai refait les comptages aussi. Le chiffre de Fourquet est juste sur les prénoms musulmans, mais il est juste. Vous allez voir encore les choses compliquées. Il est juste
sur les prénoms masculins. Il est faux sur les prénoms féminins. Eh ben voyons, ben, bien sûr. Or, il y a une très grosse différence entre ce qu'on pourrait appeler l'intégration des filles et des garçons. Et d'ailleurs, il y a une étude de l'INED aussi qui a été faite sur les prénoms, mais alors cette fois-ci, non pas à partir des statistiques générales comme Fourquet et moi l'avons fait sur l'INSEE, mais à partir d'une enquête, d'une assez grosse enquête. Et effectivement, les prénoms d'origine arabe ou bien musulmane, franchement, de cette origine-là, donc Mohamed par exemple, sont fréquents chez les garçons. Mais chez les filles, c'est tout à fait autre chose. Les prénoms les plus fréquents, il y a aussi beaucoup de Rayyan, mais il y a aussi beaucoup de Rayyan. Et les Rayyan, souvent, ce sont des jeunes arabes. Donc on s'y perd dans les prénoms. Ah oui, là, il y a aussi autre chose. Mais ce qui est intéressant, c'est la différence entre garçons et filles. Voilà. Parce que les filles, c'est des prénoms beaucoup moins typés. C'est Léa, Salma, non même pas Salma, Sarah, tout à fait. Hein, et parce qu'aussi les filles sont beaucoup plus réussissent mieux dans les études, etc. Il y a une assez grosse différence entre. Donc je reproche un peu à mon ami Fourquet. J'ai fait des livres avec Fourquet, je vais pas l'attaquer, mais je l'ai un peu gratigné dans le livre sur cette question-là, vous voyez. Je profite quand même. Alors aussi, on peut dire que peut-être non, juste un mot quand même, c'est un point important que je n'aborde pas. Enfin, juste sur ce point-là, latéralement, cette question des prénoms, mais si je l'aborde dans le livre, c'est parce que ça montre qu'on est incapable de définir ce qu'est l'intégration. Et je pense que c'est impossible. On peut savoir, non, on est dans un cas où on peut dire, voilà, telle personne est intégrée. On va dire, Madame Vallaud-Belkacem est intégrée, par exemple. Et puis on peut dire, telle personne n'est pas intégrée du tout. Alors on va prendre, pas un terroriste. Mais on peut pas appliquer le critère à l'ensemble de la population d'origine immigrée. Il y a toute une vaste zone, et on n'a jamais pu établir des critères d'intégration. Et si on avait des critères, ce qu'ont tenté les Russes d'ailleurs, à ce moment-là, j'étais allé en Russie sur des questions de ce genre-là. À ce moment-là, une grande partie des Russes n'étaient pas intégrés. Oui, si vous voulez, quand on met des critères, à ce moment-là, les questions de milieu social jouent inévitablement. Et donc, dans les prénoms, pour terminer sur les prénoms, je pense que c'est important. Il y a cette sorte de tentative de quand même trouver un critère d'intégration. Et donc, on pense que le fait de donner un prénom. Donc, dans le livre, j'ai fait un comptage des prénoms dans le Finistère, et qui sont, il y a à peu près 12% de prénoms purement breton, hein, du genre, par exemple, mon prénom est Hervé. Ça ne se donne plus. On donne Erwan avec 2 N. Hein, et c'est pas le fait qu'il y ait 12% de prénoms bretons qui veut dire que les Bretons veulent leur indépendance ou bien qu'ils ne veulent plus être considérés comme français ou qu'ils ne sont pas intégrés. Donc il faut être prudent là. Je trouve que Fourquet a quand même mis 80 dans le premier livre, hein, dans pas le puzzle français, mais l'archipel français. Il y a 84 pages sur le sujet. Hein, c'est quand même là, il n'a pas molli. Je précise que ma fille s'appelle Leïla et qu'elle n'a pas d'origine arabe repérable à plusieurs générations en tout cas. Peut-être en Sicile, puisqu'on vient de Sicile, nous. Ah, c'est donc il peut y avoir là quelque part, il y a 5 siècles. Exactement, même plus. Là. Je profite pour donner ces chiffres parce qu'ils sont intéressants. C'est les origines des immigrés en 2020. C'est parce que là aussi il y a un jeu sur le mot immigré, mais en fait 32% des immigrés en question sont d'origine européenne, européenne communautaire ou non. 29% du Maghreb, 18% d'Afrique subsaharienne, 14% d'Asie, dont 4% de Turquie, donc voilà, et 6% d'Amérique latine. Donc c'est pas un paysage arabo-musulman. On est dans une petite moitié, disons, qui est arabo-musulmane et encore, quoi. C'est ce que je vous dis. Voilà. Enfin, qui est originaire, non, il faut dire des choses, qui est originaire d'Afrique, ou on peut dire qui est originaire de pays musulmans. Mais le fait de considérer que, sous prétexte qu'on est d'un pays musulman, on est musulman, c'est une autre erreur. C'est pas. Il se trouve que j'ai eu des collaborateurs à l'INED qui avaient fui l'Algérie
Algérie au moment dans les années 90, au moment des décennies noires, parce qu'ils étaient membres du parti du PAC, le parti autonome communiste algérien. Du PAX. Oui, du PAX. Et eux, ils arrivent en France. Il y en a un d'entre eux qui, moi, je leur ai reproché d'être un marxiste un peu borné quelquefois. Eh ben, il arrive en France, on le prenait pour un musulman. Et donc, c'est pas. Alors, c'est un cas particulier, mais c'est quand même pour dire que le fait qu'on, sous prétexte qu'on vient d'un pays du Maghreb, on est considéré et puis on glisse de proche en proche, on est considéré comme musulman. Ben oui, beaucoup d'Algériens, la plupart sont musulmans, comme la plupart des Français ont été ou baptisés ou viennent de familles chrétiennes. Mais ça ne veut pas dire qu'on pratique. Ça ne veut pas dire non plus qu'on y croit. C'est dans nos origines. Et les quelques enquêtes sur la pratique, il y a très peu de travail. Il y a une enquête du Pèlerin sur la pratique religieuse. C'est très bon. Déjà, la pratique religieuse pour les catholiques, c'est compliqué. Il y a toute la sociologie religieuse distingue baptisés, distingue ceux qui vont quelquefois à la messe dans l'année, qui s'appellent les pascalisants, parce que c'est la messe de Pâques, ceux qui vont régulièrement à la messe du dimanche, qui sont les messalisants. Donc, c'est pas simple. Qu'est-ce que c'est qu'adhérer à une religion? C'est aussi quand vous voyez dans une enquête les réponses des catholiques, il faut savoir si c'est catholique ou si c'est catholique pratiquant. Et si c'est catholique pratiquant, l'IFOP, par exemple, la définition, elle est large. C'est se rend au moins une fois par mois dans un lieu de culte. C'est pas va à la messe tous les dimanches, comme font les sociologues des religions, hein. Alors pour le monde musulman, c'est très compliqué. Est-ce que c'est, est-ce que c'est faire, est-ce que c'est le jeûne? Ben oui, est-ce que c'est le jeûne qui est culturel autant que religieux? C'est quand même, est-ce que c'est se rendre faire ses prières 3 ou 4 fois par jour? Est-ce que c'est compliqué? 5 fois en principe. Oui. Ceci dit, mais les quelques enquêtes montrent qu'il y a vraisemblablement une montée de la pratique des musulmans en France, mais il y a très peu de données là-dessus. Mais on a l'impression qu'à des degrés divers, c'est le même phénomène pour toutes les religions, c'est-à-dire il y a une affirmation du cœur religieux, mais une distanciation très forte du reste. Oui, vous avez raison. Et c'est vrai chez les musulmans, c'est vrai chez les juifs, c'est vrai, je veux dire, voilà. D'autres questions? Oui. Je vous en prie. Il faut le micro. Pourtant, tu es habitué, hein, quand même. Tu n'as pas d'excuses. La vieillesse est un... Non, la vieillesse. On est tous jeunes ici, voyons. Oui, je voulais vous signaler, vous le connaissez bien mieux que moi, l'apparition dans le discours des politiciens, y compris dans des partis qui se disent de droite républicaine, la distinction entre le français, entre guillemets, de souche, et le français qui est né français que par la carte nationale. De papier, comme dit Madame. Oui, de papier. Oui, ça c'est la question que je trouve un peu sérieuse. Mais la deuxième, beaucoup moins. Je ne sais pas si M. Camus ou Zemmour s'est penché sur le remplacement qui a déjà touché des villes comme Neuilly, la partie riche, et la Côte d'Azur, parce que vraiment, je crois que les Crésus du Moyen-Orient sont bien installés. Ça ne soulève pas du tout de méfiance. Et dernier point, dans les sondages que l'on fournit sur des chaînes de radio, on ne se donne pas la peine, surtout les boîtes qui fabriquent des sondages, comment sont définis les populations. Donc, quelle population on creuse? Quand on fait un sondage au téléphone, on ne s'adresse pas à la population française. Et ça, c'est dommage que les critères, la définition de la population au sens statistique du terme n'est pas précisée. Elle est même un peu esquivée. Oui, sur la question de Neuilly,
comme on disait, NAP, Neuilly Auteuil Passy. Non, l'étude de France Stratégie a un aspect intéressant qui a, je veux dire, été beaucoup moins souligné que l'aspect sur l'immigration. Ils ont regardé donc quelle était la proportion d'enfants par quartier de 40 agglomérations, dans chaque quartier de ces agglomérations, quelle était la proportion d'enfants des écoles qui étaient d'origine ou bien de couples mixtes ou bien de couples entièrement immigrés. Et dans certains cas, la proportion est très très importante. Dans d'autres cas aussi, elle est très faible. Mais ils ont regardé la même chose pour la proportion d'enfants de cadres et professions libérales, la catégorie la catégorie supérieure de l'INSEE. Et ils ont calculé des indices de ségrégation. La ségrégation est un peu plus importante pour les enfants de cadres, c'est-à-dire les concentrations sont un peu plus fortes par quartier que la concentration des enfants d'immigrés. Mais ça, on le dit jamais. Vous avez là une autre ségrégation. Alors, quant à la seconde partie de votre question, oui, il y a c'est une très très vaste question. C'est la question des statistiques ethniques. Je pense qu'il faut l'éviter en France. Enfin, je pourrais vous en parler longuement, mais il y a une tradition française qui n'est pas du tout la tradition américaine ni anglaise, qui est la tradition américaine. La tradition américaine provient de l'esclavage, c'est tout. C'est-à-dire, il y a des statistiques des esclaves dès l'indépendance américaine dans les années 1780. Il y a des grandes discussions. Est-ce que les propriétaires d'esclaves auront une voix de plus pour 3 esclaves, par exemple, ce qui a été... oui, ils disent... mais les esclaves étant considérés comme des meubles, comme du mobilier, y compris dans le code noir. Donc, on n'a pas du tout la même tradition, et là, c'est très compliqué. On peut non seulement on n'a pas le droit de le faire, mais je pense que pour moi, ma position est de dire si on est dans une république, ce qui est important, c'est ou bien on est français, ou bien on est étranger. C'est ça qui est intéressant. Alors ensuite, si on nous dit qu'il y a des Français d'origine étrangère et donc les Français de papier, qu'on aille jusqu'au bout, que les gens qui le disent, y compris Madame Pécresse, disent je vais dénaturaliser, qu'ils le disent, vous voyez. Ça s'est fait en France, ça s'est fait sous Vichy. Mais aucun n'osera le faire jusqu'ici. Le Pen en avait parlé à un moment donné, et il a arrêté d'en parler parce que c'était très peu populaire. Est-ce que je peux vous lancer sans vous amener à des développements, on n'a plus le temps malheureusement, mais vous avez un chapitre très intéressant sur la notion de race chez les Américains, avec cette idée, pour être blanc, il ne faut pas avoir une goutte de sang noir. Et alors ça amène à des absurdités totales. Oui, il y a un très bon livre là-dessus d'un jeune sociologue, Paul Shore, qui s'appelle « Comptés classés dans les recensements américains », qui fait l'histoire de cette question aux États-Unis. Mais moi, je peux en dire un mot, parce que ça touche justement à la définition de qui on est, des origines. Et il se trouve que en 2014, le New York Times a fait un grand titre disant le nombre de naissances blanches aux États-Unis est devenu minoritaire. 49%. C'est New York Times, et effectivement, dans les tableaux du recensement américain, vous avez, sur les naissances à partir de 2014, vous avez un peu plus de naissances non blanches. Alors, vous allez voir, il faut bien regarder le tableau. C'est ce que je fais dans le livre, puis que j'avais déjà fait dans une publication antérieure. Parce que ce que les Américains appellent blanc, c'est white only non-hispanic. Alors vous dites qu'est-ce que c'est que white only non-hispanic? Eh bien parce que il y a dans le recensement américain 2 questions. Il y a une première question qu'on appelle la question d'ethnicité. C'est êtes-vous hispanique ou non? Et puis il y a une seconde question qui est la question de la race. Alors la race n'a pas le même sens péjoratif qu'en France, aux États-Unis. Et dans cette question de la race, vous avez 5 possibilités. Donc, et vous devez, si vous êtes déclaré hispanique, répondre à la question de la race. Et il se trouve que 93% des hispaniques répondent qu'ils sont blancs.
mais ils ne sont pas comptés parce qu'ils sont hispaniques. Donc si vous les rajoutez aux 49% de naissances blanches, vous montez déjà à, je ne sais plus le chiffre exact, ça va être 77%. Ouais. Alors maintenant reste le mot only. Qu'est-ce que signifie white only non-hispanique? Ben, only, c'est que dans le recensement américain, la question race, vous pouvez cocher plusieurs cases. C'est bien d'ailleurs. Vous pouvez dire, voilà, je suis de... Ma race est à la fois Native Indians, Indien d'Amérique, noir, blanc. Et on a des statistiques de tous ces croisements qui sont... ça fait... Et sur, disons, à peu près 7% de ceux qui mettent la croix, une croix blanc, mettent aussi une autre croix. Only, ça veut dire que ceux-là ne sont pas comptés comme blancs. Dès qu'ils ont mis, c'est une vieille application, sans le dire, d'une règle qui valait durant la ségrégation, qui était ce qu'on appelle la règle de la one drop of blood, c'est-à-dire une seule goutte de sang noir faisait de vous un noir. Et il y a, dans le livre de Paul Shore, il relate des procès dans les années 30 où des jeunes femmes blondes aux yeux bleus, on leur trouve un ascendant esclave assez loin, et elles sont désormais dans les États du Sud, obligées d'aller dans les hôtels pour noirs, obligées d'être dans les wagons pour noirs. Donc c'est le white only non hispanique, il a une longue histoire, mais ça veut dire, si je reprends les chiffres que je vous ai donnés, ça veut dire que selon la définition que vous avez du blanc aux États-Unis, vous pouvez aller entre 49% et pratiquement 80% de naissances blanches. 49%, c'est quand vous appliquez la règle one drop of blood. 80%, c'est quand vous dites toute personne ayant au moins, c'est l'inverse, toute personne ayant au moins un blanc dans son dans son ascendance directe est considéré comme blanc. Et donc ben, ce qu'il y a entre les deux, c'est la mixité, et c'est quelque chose qui est appelé à croître. À vous. Merci. J'ose poser cette question devant Dominique Viga, qui est un grand spécialiste de la chose, mais que pensez-vous en tant que démographe de l'invitation, par exemple, du président Herzog à Toulouse pour la cérémonie du souvenir de ces meurtres affreux qui ont été commis à Toulouse, pas seulement d'ailleurs contre des Français juifs, mais aussi contre des Français d'origine non juive. Qu'est-ce que vous pensez en tant que démographe de l'invitation de ce président et donc de la conception des autorités qui nous gouvernent sur ce qu'est un Français? Une question un peu complexe, enfin, et je ne sais pas si je l'ai bien posée. J'ai pas suivi. Il a invité un président d'un autre pays pour l'assassinat scandaleux de Français qui se trouvaient être juifs, et d'autres d'ailleurs non juifs. Mais bref, ça porte quand même une conception de la francité, si j'ose dire. Enfin, j'aimerais bien avoir vos réflexions, sans vous gêner. Pas à brûle pour point. Oui, à brûle pour point. Bon, je suis plutôt de ceux qui pensent comme Hannah Arendt, qu'il ne faut pas confondre antisémitisme et antisionisme. Donc c'est un peu ça ça tourne un peu autour de cela. Ceci dit, je suis plutôt d'accord avec vous. Ça me choque pas outre mesure, dans la mesure où sans doute les victimes de Mera avaient des parents qui étaient en Israël, par exemple. Donc on peut arranger les choses de cette manière-là. Vous voyez, je crois. Je serais pas d'avis d'en faire un casus belli. Voilà, si vous voulez. Oui, enfin, c'est mon avis, mais vous voyez, même, je savais qu'il avait été invité, non, j'ai plutôt été intéressé au fait que Sarkozy et Hollande aient été invités, qui dans la conjoncture actuelle, je trouvais était très intéressant, parce que j'attends le moment où Sarkozy va dire qu'il vote pour moi. Mais bon. On a un de nos... Donc c'est plutôt été... Un de nos amis en ligne vous demande quelle serait en France la proportion de white only, à votre avis? Il faudrait, oui, c'est une bonne question, mais il faudrait qu'on définisse déjà en France les whites. Il y a les Américains, c'est leur recensement, c'est tout leur état civil, ils se définissent en tant que tels. En France, on ne le fait pas. Alors, ça a été fait, je l'ai signalé à propos de l'enquête sur le faciès, il y a des Jobard et Lévy, ils ont, au fond,
ils ont admis que c'était au premier coup d'œil, puisque les policiers, c'est au premier coup d'œil qu'ils arrêtent quelqu'un. La méthodologie de leur enquête, peut-être je peux en dire un mot, est très bonne. C'est-à-dire ils se sont mis à 3 endroits où il y avait des contrôles faciès, 2 je crois dans les Halles, et, à la station des Halles, et 1 à Gare du Nord. Et ils ont, pendant 3 semaines, ils ont posté des observateurs qui ont compté, qui ont placé les gens qui passaient, mais à vue d'œil. Donc, vous voyez, blanc, maghrébin, asiatique, noir, et puis aussi, mais aussi jeunes des banlieues, parce que c'était à partir de l'habit, ou bien complet veston. Et puis, l'origine était, ces contrôles étaient prétendus pour filtrer les terroristes, donc ceux qui avaient une valise ou non. Et donc ils ont réuni comme ça 30 000, mais c'est à l'œil nu, hein. Et donc ils ont eu la proportion parmi ceux qui passaient par ces 3 endroits de personnes qu'on pouvait au premier coup d'œil considérer comme noirs, comme et ensuite, ayant ces proportions, ils ont regardé qui les flics, qui les policiers arrêtaient, et donc ils ont pu comparer les 2 proportions. C'est une bonne méthodologie. On leur a dit le défaut de la méthodologie, c'est que est-ce que le regard du policier est le même que celui des gens qui ont dans la première étape monté? On peut en discuter là, mais je pense que il y a un débattement, mais étant donné les résultats c'était quand même que les Maghrébins étaient, la proportion, le taux de contrôle était 10 fois plus grand que c'est publié, on trouve ça sur Internet. Mais attention, les jeunes de banlieue aussi, c'était 10 fois plus. Et en revanche, les porteurs de valises, c'était 0 fois plus. Ils n'étaient pas arrêtés. Il y a un autre aspect qui est très peu soulevé, mais qui est un vrai problème dans la composition du peuple français, c'est qu'on croit qu'il y a beaucoup d'Arabes, mais non, la majorité des Arabes sont berbères. Alors là, on rentre dans une complication, parce que c'est aussi ça, moi, qui m'a frappé dans votre... Y compris M. Zemmour. Voilà. Mais on rentre dans une complication que vous traitez dans votre livre, qui est le fait qu'il y a une diversification des affirmations identitaires. Oui. Par rapport au passé. Oui. Et là, moi, je me souviens avoir fait un livre qui s'appelait « Le mal-être arabe » il y a longtemps, et j'ai beaucoup d'amis qui m'ont dit « Non, ça ne nous concerne pas, nous, on est berbères. Et cette question-là est aussi une question qui compte dans le Oui, de plus en plus, il y a une sorte d'autonomisation des... Oui, tout à fait, mais on le voit, vous le voyez avec les Corses, vous le voyez... oui, c'est certain qu'il y a une sorte quand même d'ethnicisation de la société, des sociétés, surtout des sociétés, mais vous l'avez raison, des sociétés arabes aussi. Mais vous savez, à propos des Berbères, cet été, je relisais un texte formidable des débuts d'anthropologie, on peut le dire, de Fraser, qui s'appelle Le Rameau d'or. Et à un endroit, pop, je tombe là-dessus, il donne un exemple d'une coutume très primitive qui était pratiquée au sud du Maroc par la tribu des Zemmour. donc j'ai regardé un peu plus, et donc il semble que cette tribu des Zemmour, qui était une tribu berbère, ait refusé dans un premier temps l'islam. Donc c'est possible on a eu dans le Maghreb des conversions au judaïsme pour éviter l'islam, et ensuite a été émigré vers la région vers l'est de l'Algérie, d'où est originaire Zemmour. Donc je pense qu'il y a là-dedans, c'est assez curieux, il me fait quelquefois penser à ce chef des nazis new-yorkais dont un jour on s'est aperçu que sa mère était juive. Voilà. On a commencé avec Zemmour, on finit avec Zemmour. Merci infiniment en tout cas pour ce débat. Merci de vos questions. Et donc, je vous invite non seulement à acheter le livre d'Hervé Lebras, mais surtout à le vendre, à le faire connaître, parce que c'est un instrument de combat. Voilà.